Bien, alors, après cette annonce, cher Thomas, à toi. Donc, pas besoin de présenter peut-être Thomas Baugeron, professeur Thomas Baugeron, qui est à l'Institut Pasteur à Paris. Il travaille beaucoup depuis pas mal d'années, hein, tout ce qui est gènes dans l'autisme et tout, et qui a une grande unité de génétique humaine et fonctions cognitives. J'ai eu la chance d'avoir visité un travail extraordinaire parce que, anecdotiquement, on devait faire un OPA sur tes souris, tu te rappelles? Je devais venir piquer toutes tes souris. Enfin bref, Thomas, je te laisse vraiment, ça vaut le coup. C'est des apports de la recherche en génétique dans l'autisme, parce qu'on en parle beaucoup, vous verrez les travaux qui ont été faits. Merci Thomas d'être là et d'avoir accepté d'être parmi nous. Bonjour, merci Géa. Tu sais que je ne peux pas te dire non, donc c'est un plaisir intense d'être là et de vous présenter. Si je peux avoir la première diapo, parce que sans image, là, je crois que c'est... Merci. Donc, comme a dit Géa, je travaille à l'Institut Pasteur sur l'autisme depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Donc, ça ne passe pas. Là, ça, regarde, ça passe. Donc là, j'ai un petit boîtier avec une flèche verte. Et j'appuie sur la flèche verte depuis un quart d'heure. Donc... Ça fait une demi-heure déjà qu'il appuie. Donc déjà que la présentation durait 2 heures... Il y a des QCM. Ah, génial. Super. Merci. Donc voilà, c'est un de mes héros, Claude Bernard, qui est un peu l'inventeur de la physiologie. Et qui a cette phrase, c'est ce qu'on pense déjà connaître, qui nous empêche souvent d'apprendre. Et comme vous savez, dans l'autisme, et je dirais particulièrement en France, cette phrase, elle est vraiment importante parce que on pensait déjà connaître, il n'y avait pas besoin de faire de la recherche. Et donc moi, je suis en 2024, je continue à faire de la recherche parce qu'à chaque fois que je pense comprendre, j'ai toujours un peu peur, quoi. Donc, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il y a des gènes dans le cerveau humain ? Parce qu'en fait, on a l'impression que ça fait un peu ça, comme ça. C'est-à-dire que, donc ça, c'est Monsieur Mendel qui a identifié la première génétique. Ça. Et j'ai l'impression, en particulièrement en France d'ailleurs, qu'il y ait des gènes pour le cœur, pour le rein, pour le foie, ça pose aucun problème. On peut avoir des gènes impliqués dans les maladies. Par contre, pour le cerveau, c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours, évidemment, l'effet de l'environnement, mais c'est pareil pour le cœur et pour le rein, pour le foie. Hein. Donc, et c'est pas nouveau. En fait, donc le monsieur à gauche, c'est Darwin, et le jeune garçon, qui est maintenant vieux, là, c'est Wallace. Je dis jeune garçon parce qu'en fait, un jour, il est allé voir Darwin en disant, j'ai peut-être trouvé un truc, ça s'appelle la sélection naturelle. Et donc Darwin était un peu... il n'avait jamais rien publié sur l'histoire de l'évolution. Et donc Darwin a dit, oui, moi aussi j'ai trouvé ça. Enfin voilà, donc ils ont discuté. Et Fred Wallace a dit, ah ben écoutez, c'est votre découverte, je suis un darwinien. Donc il a été très fair-play. Mais par contre, un jour, il a écrit un papier en disant... Pour le cerveau, c'est étrange parce qu'en fait, la sélection naturelle, normalement, ça sélectionne des choses. Et puis là, le cerveau, il peut faire des choses qui n'ont pas encore été sélectionnées. Et donc, Charles Darwin lui a envoyé un email pour lui dire que, attention, parce que là, vous êtes en train de dire un truc, peut-être que ça va remettre en cause la sélection naturelle. Donc, vous voyez que le cerveau, c'est toujours quelque chose d'un peu étrange. Et pourtant, c'est un organe aussi. Hein.
Donc, effectivement, il y a des gènes qui sont impliqués dans l'autisme, mais vous allez voir que ce n'est pas direct comme ça. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, les gènes, vous savez, c'est ces petites molécules d'acide désoxyribonucléique, ça code pour des protéines. Après, ça va faire peut-être des synapses, pas toujours, mais ça fait des synapses des fois. Ça fait que les neurones se communiquent ensemble. Et ça fait que le cerveau, vous allez vous rappeler, j'espère, demain, de quelques trucs que je vous ai dit aujourd'hui. Mais à chaque fois, il y a un contexte. C'est-à-dire que les gènes, ça arrive pas, il n'y a pas un gène de l'autisme, il n'y a pas un gène du langage, mais par contre, quand on modifie certaines variations du gène, ça va peut-être varier des comportements. Et tout ça, c'est dans un contexte. Donc, moi, de mon contexte, j'ai la chance de travailler avec des cliniciens incroyables. Je dis toujours la porte du labo, c'est pas à l'Institut Pasteur, c'est à l'hôpital Robert Debré en particulier, avec l'équipe de Richard Delorme. Et donc ça, c'est à Paris. Et puis, on a beaucoup de contacts en Europe. Et donc, je fais partie de plusieurs projets européens. Et en particulier, le dernier que je coordonne, que j'ai appelé R2D2, pour risque, résilience, diversité développementale en santé mentale. Et en gros, R2D2, je vous en parlerai un peu plus, mais c'est sur, on ne va pas regarder que le risque, on va aussi regarder la résilience, de comprendre pourquoi il y a des gens qui vont bien. Parce qu'on va toujours se demander pourquoi les gens ne vont pas bien, mais aussi pourquoi les gens vont bien. Enfin voilà, des choses comme ça. Et en plus, on a inclus les personnes autistes dans ce projet avec des autistes, des personnes TDAH, des adolescents. Le projet est hyper... Enfin, moi, je l'aime bien. Donc la stratégie, elle n'a pas changé depuis 10 ans, là, en fait, mais elle a évolué, mais en termes de technique, mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que l'autisme, c'est hyper variable, et donc, on fait un peu de génétique, on fait de l'imagerie, on essaye de comprendre, de trouver quelquefois des mutations, puis après, on fait une petite souris, comme dit J.A., ou des modèles cellulaires. On essaye de mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi ce gène-là fait une différence, et puis après, en particulier dans l'autisme très sévère, avec déficience intellectuelle, pas de langage, on essaie de comprendre comment on peut améliorer la qualité de vie des personnes en faisant des essais ciblés. Ça va ? Et donc, on a fait tout ça maintenant depuis 20 ans, pour un gène qui s'appelle SHANK3, dont je vous parlerai un peu. Donc ça, vous êtes mieux placé que moi, et tout le monde sait que l'autisme, c'est... donc on appelle ça autisme plus au labo. Autisme avec un S, parce que on sait que c'est très très variable. Il y a des gens qui veulent revenir à l'autisme prototypique, comme s'il y avait une seule forme d'autisme. Ce qu'on sait, c'est que quand on met autisme plus, c'est que c'est rare que l'autisme arrive isolé. Et ça n'a pas été très bien étudié en fait par les chercheurs. Mais donc là, il y a des personnes avec déficience intellectuelle, avec épilepsie. Les aspects sensoriels sont hyper importants et on est en train de regarder ça vraiment très très fortement dans le laboratoire. Et puis, on sait qu'il y a des traits autistiques dans la population. Il n'y a pas besoin de venir dans mon laboratoire pour voir qu'il y a des scientifiques qui sont un peu comme ça, il y a des gens, et puis des gens qui s'en sortent plutôt bien et des gens qui sont plus en difficulté. Et donc, c'est une vraie diversité. Il y a plus de garçons que de filles, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi. Ce qu'on sait, c'est qu'on est mauvais pour diagnostiquer les filles. Et donc, on essaye de faire des progrès. Et la prévalence, c'est à peu près 1 à 2% de la population. Mais ça a beaucoup changé. Donc, dans les années 70, vous savez que c'était très, très rare. Et puis maintenant, donc là, les dernières données, c'est 1 personne sur 22 en Californie. Donc, voilà, c'est comme ça. Et donc, juste pour vous donner un peu donc évidemment, on a élargi les critères diagnostiques, ça vous le savez. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Stephen Shore, qui est une personne autiste, qui a écrit l'autisme pour les nuls, qui a été traduit par Joseph Chovanec. Il est super ce livre pour comprendre l'autisme. Et donc Stephen Shore, donc c'était à New York, et il nous a dit. Vous savez, l'autisme a augmenté autant que les paquets FedEx dans le monde. Et il dit, il n'y a probablement pas d'association entre le nombre de paquets FedEx et l'autisme.
Mais il nous disait par là que, en fait, quasiment tout ce qui a augmenté ces dernières années a un jour été associé à l'autisme. Donc, une corrélation, c'est pas obligatoirement une association. Et un jour, et donc à un moment, il nous dit, mais est-ce que vous voyez ce qu'il y a entre le E et le X dans FedEx? Donc, tous ceux qui m'ont déjà écouté, j'espère, s'en rappellent. Donc, vous allez apprendre un truc aujourd'hui, c'est qu'il y a une flèche entre le E et le X. Ça va? Ok. Donc, maintenant, quand vous verrez un paquet FedEx, vous allez voir la flèche, vous allez penser à moi, à l'autisme. Et donc, ce que veut dire Stephen Shore, qui est très sérieux, c'est qu'en fait, l'autisme, c'est un peu comme la flèche de FedEx. C'est-à-dire qu'elle était là, mais on ne la voyait pas. Maintenant que vous la voyez tout le temps. Ça va? Donc, en gros, ça, cette connaissance, cette meilleure connaissance de l'autisme, c'est vraiment bien, je pense. Hein. Et c'est vrai qu'on dépiste beaucoup plus l'autisme. Donc, il y a eu des travaux qui ont été vraiment importants. Je trouve que c'est par exemple, les travaux de Santosh, qui, aux États-Unis, a montré, je ne sais pas si je peux montrer là, voilà. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes autistes aux États-Unis, mais il y a aussi, et ça c'est moins connu, moins de personnes avec déficience intellectuelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, en particulier aux États-Unis, mais je pense que c'est la même chose en France, il n'y a pas eu d'études, mais qu'avant, on disait que cette personne avait une déficience intellectuelle, maintenant on regarde beaucoup plus les interactions sociales, on regarde beaucoup plus les intérêts restreints répétitifs et les intérêts restreints, les stéréotypies. Et donc, on a un diagnostic d'autisme. Donc, c'est de plus en plus un vase communicant entre le diagnostic de déficience intellectuelle et le diagnostic d'autisme. Ce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, et je pense que c'est un peu comme ça en France, je ne sais pas, vous allez me dire, mais c'est que aux États-Unis, quand on a un enfant avec un diagnostic d'autisme, on a plus de possibilités d'aide, de support, que quand on a un enfant avec déficience intellectuelle. Bon, on peut discuter. En tout cas, éthiquement, c'est insupportable. Mais par contre, les médecins, pour aider les familles à avoir plus d'accès au soutien, ont tendance aussi à diagnostiquer l'autisme pour aider les familles. Donc, la stratégie du laboratoire, c'est d'abord d'identifier, parce que ça fait partie c'est le début, après de comprendre, et après d'intervenir. Parce que je pense que d'intervenir sans comprendre, c'est peut-être pas terrible. Donc, de nouveau, cette diapositive que vous avez vue. Et donc, en génétique, pourquoi on pense que c'est génétique? Enfin, en tout cas, qu'il y a une grande composante génétique, c'est parce qu'en fait, il y a eu des études de jumeaux et des études familiales, donc c'est sur plus de 2 millions de personnes maintenant. Et donc, on a une façon de voir le génome. Vous avez plein de façons de voir le génome, mais on en discutait, donc ça a beaucoup amélioré. Maintenant, on a tout le génome qu'on peut regarder, et donc ça fait ça. Donc ça, c'est ma vie. De regarder ça. Maintenant, je regarde l'étudiant qui regarde ça. Non, je regarde encore le génome. J'essaye de plus en plus de toujours regarder ce génome. Et donc, c'est 3 milliards de lettres. Donc, c'est 4 lettres, c'est super simple. A, T, G, C. Et dans ces 3 milliards de lettres que vous avez des variations. Voilà. À peu près, entre vous et moi, on a à peu près 3 millions de variations. Donc, une variation toutes les 1000 lettres. Donc, on est vraiment très, très frères et sœurs. Mais il y a des petites différences et c'est à peu près 3 millions de variations. Donc, des fois, ça ne fait pas grand-chose. Vous avez un T, moi j'ai un C, c'est pas très, très gênant. Après, vous avez un G, moi j'ai un A, vous êtes blond, moi je suis brun, ce qui n'est pas non plus une catastrophe. Et puis, des fois, on a une variation qui va faire que vous êtes malade ou que moi je suis malade et qui va avoir un effet plus fort. Et donc, je dis toujours que quand on séquence l'ADN, on n'a pas la couleur. C'est-à-dire qu'on a... tout le travail du laboratoire, c'est d'essayer de comprendre, tiens, est-ce que cette variation qu'on voit chez les personnes autistes ou chez les personnes TDAH ou d'autres, est-ce qu'elle va jouer un rôle ou pas? Donc, si vous voulez briller en société, vous dites, voilà, j'ai 3 millions de SNP entre toi et moi, voilà, de polymorphisme de simples nucléotides. Et puis, des fois, vous avez des choses un peu plus majeures avec des morceaux d'ADN qui sont perdus. Là, vous voyez, c'est un garçon qui a perdu 6 millions de lettres. Et ça, c'est tous les gènes qu'il a perdus sur un des chromosomes. Vous avez un chromosome de votre papa, un chromosome de votre maman. Et lui, il a perdu donc tous ces gènes sur un des chromosomes. Et puis là, c'est un autre enfant qui a, lui, gagné 1 million de lettres.
Donc on connaît la trisomie 21, où on gagne un chromosome supplémentaire. Là, on gagne 1 million de lettres. Et pareil, ça peut aussi modifier les circuits, et donc on appelle ça des variations du nombre de copies. Donc maintenant que vous êtes des généticiens, des généticiennes parfaits, passons au cerveau. Donc là, dans le cerveau, vous savez que vous avez des neurones. Jusqu'à là, je ne vais pas vous apprendre trop de choses. Mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les neurones, vous avez à peu près le même nombre de neurones que vous aviez quand vous êtes né. Mais par contre, se sont connectés les uns avec les autres. Et ces connexions entre les neurones, c'est les synapses. Et donc ça, c'est une version simplifiée de ce qui se passe dans votre tête. Avec les neurotransmetteurs qui vont vers les récepteurs, et puis on a un influx qui fait que vous allez vous rappeler de la flèche de FedEx l'année prochaine, en tout cas demain. Donc la génétique, ça serait bien si c'était aussi simple que papa est comme ça, maman est comme ça, et l'enfant est comme ça, mais la plupart du temps, c'est pas aussi simple que ça. Mais des fois, c'est étonnamment, apparemment simple. On avait donc, il y a 20 ans, on a identifié ces premiers gènes impliqués dans l'autisme qui codent, donc les gènes codent pour des protéines, et ces protéines jouaient un rôle au niveau synaptique des synapses. Donc juste pour vous montrer, ici, en génétique, les garçons, c'est les carrés, et les filles, c'est des ronds. Donc là, c'est un garçon qui était autiste sans déficience intellectuelle, mais un autiste avec des difficultés. Lui, son frère était Asperger, avec un syndrome d'Asperger. Il voulait être un infirmier, après il voulait être un chauffeur de taxi à Göteborg. Il connaissait toutes les rues de Göteborg, il pouvait les dessiner par cœur. Et ces deux garçons, vous voyez là, il y a T, 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 et là c'est T, 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 T. Il y a un T supplémentaire. Vous allez me dire, un T supplémentaire sur 3 milliards de lettres, c'est quand même... Eh bien, ça faisait un stop, donc... Pour vous donner le message, c'est qu'au lieu d'avoir une protéine de cette longueur-là, on avait une protéine plus courte. Et donc, avec peut-être des problèmes au niveau synaptique. Et puis après, on a identifié un autre gène qui s'appelait SHANK3, qui était donc là, pour le coup, des mutations qui donnaient de l'autisme très sévère, avec de la déficience intellectuelle, des troubles du langage et des épilepsies dans certains cas. Et là, c'est une petite fille qui a perdu une copie du gène SHANK3, donc elle a une seule copie, normalement vous en avez deux, elle a perdu une seule copie. Et là, son frère a 3 copies du gène SHANK3. Donc cette petite fille, elle ne parle pas, elle a des problèmes de déficience intellectuelle, et par contre son frère, lui, a parlé de façon précoce, il a un large vocabulaire, mais par contre il a des gros problèmes d'interaction sociale, de stéréotypie, il a été diagnostiqué Asperger à l'âge de 13 ans. Donc on a un dosage de protéines à la synapse qui vont faire certaines formes d'autisme. Ça, c'est les gens qui bossent. Donc ça, c'était l'étudiant en thèse. La technicienne, vous voyez qu'ils ont fait d'autres choses que de trouver des gènes impliqués dans l'autisme. Et Christelle. Et c'est vraiment des gens incroyables, les étudiants en thèse qui dédient leur... vraiment un temps précieux pour trouver tout ça. Parce que là, je vous raconte ça en 2 secondes, ça prend 3 ans de leur vie ou 4 ans de leur vie. Donc on était à peu près là, on avait trouvé quelques familles qui étaient avec des mutations, mais par contre, le fait que cette protéine, donc codée par ce gène neurolégine, ou ici, SHANK3, s'était impliquée dans l'autisme, peut-être que celle-là aussi était impliquée dans l'autisme. Et donc c'est un peu comme un fil d'Ariane, quoi. Et donc assez rapidement, avec le groupement Autism Genome Project, là, avec tous nos collègues américains, canadiens, anglais, tout ça, donc ça, c'est les neurolégines que vous reconnaissez parfaitement, et elles se fixent aux neurexines, et donc on avait trouvé un autre chemin. Donc ce petit schéma que vous trouviez hyper compliqué, peut-être, maintenant est super simple, avec neurolégine, SHANK et neurexine. Donc en gros, si vous êtes muté dans un de ces gènes, vous allez avoir une certaine forme d'autisme, soit sévère, soit moins sévère. Donc c'est un peu comme si vous vouliez aller voir Géa de l'Institut Pasteur, d'accord ? Vous pouvez être bloqué à la sortie de Pasteur, à mi-chemin, ou alors à l'entrée du congrès, là, et vous ne verrez jamais de Géa, ce qui serait une catastrophe. Donc voilà, il faut trouver maintenant des petits chemins pour aller voir Géa. Donc l'architecture génétique de l'autisme, je vous ai montré un peu les formes qu'on appelle un peu monogéniques, avec une seule variation qui va faire un effet très très fort.
Donc on connaît maintenant 1800 gènes impliqués dans l'autisme. Enfin, non, excusez-moi, 1800 gènes impliqués dans le trouble du neurodéveloppement, avec à peu près 200 gènes qui sont un peu plus spécifiques de l'autisme. Et puis, on a aussi des formes d'architecture génétique qui sont très, très différentes. Avec, par contre, donc je vous ai dit, on a 3 millions de variants entre vous et moi. Il y a des variants qui sont hyper fréquents dans la salle. Et ces variants vont s'accumuler chez l'enfant et va faire que la personne est autiste. Et donc, ces variants communs qu'on trouve dans la population générale, ils sont impliqués aussi dans des fonctions cognitives. Donc, en France, quand on dit qu'il y a des gènes impliqués dans le QI, c'est catastrophique, mais il y en a donc qui vont faire qu'on va avoir plus ou moins de difficultés à l'école, à l'université, et puis des variations aussi qui vont faire qu'on va, par exemple, avoir des difficultés à reconnaître les émotions dans le visage des autres. Et ça, c'est les gens qui bossent. Et donc, dans le laboratoire, donc la plupart du temps, il y a des laboratoires qui travaillent sur les formes très monogéniques et puis des formes très polygéniques. Et au laboratoire, on a la chance de bosser sur les deux. Donc, on a fait un site web qui, si vous êtes passionné par la génétique, vous pouvez mettre votre gène préféré. Vous avez, si c'est un gène impliqué dans l'autisme, vous pouvez aller sur le génome. Si le gène est impliqué dans l'autisme, vous pouvez aller voir pourquoi. Vous pouvez aller voir où est-ce qu'il est exprimé dans le cerveau. Par exemple, vous voyez ce gène SHANK3, là, que j'aime bien, il est exprimé très fortement dans le cervelet, par exemple. Et puis d'autres aspects. Donc pour les formes polygéniques, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, on avait fait un test, c'est juste pour vous donner un peu une idée. C'est un fameux test que vous connaissez peut-être, c'est lire l'esprit dans les yeux, donc, qui a été développé par Simon Baron-Cohen à Cambridge. Et en gros, donc vous pouvez aller sur le site du laboratoire, il y a la version française, je crois, qui est mieux, parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, là, si on vous donne ces yeux-là, on dit est-ce qu'il est plutôt joueur, est-ce qu'il est confortant, irrité, ou est-ce qu'il s'ennuie. Donc là, vous cliquez là, vous avez 36 paires d'yeux, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis après, vous avez un score. Et donc si vous êtes là, vous êtes hyper doué pour lire l'esprit dans les yeux. Si vous êtes là, vous êtes dans la moyenne. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas super doué pour lire l'esprit dans les yeux. Mon beau-frère est là. Et il vote Trump. Je ne sais pas si c'est vraiment corrélé encore. Mais en tout cas, il m'a dit, je ne suis pas tellement surpris parce qu'en fait, je prends plein d'informations dans la bouche. Et en fait, quand tu discutes avec des personnes autistes, des fois, effectivement, la bouche, alors qu'un neurotypique, lui, il va regarder les yeux, mais la bouche peut être une forme de... Enfin, c'est pour vous dire qu'il y a une diversité dans la population et que ce n'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un juste en regardant les yeux. Donc, on a fait notre boulot de généticien, on a demandé à des jumeaux de regarder, donc des vrais jumeaux, des faux jumeaux, et par cette méthode que je ne vais pas vous développer, mais on a pu montrer qu'il y avait à peu près 28% d'héritabilité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'entre 10 points de score, donc quelqu'un qui a un score de 26 ou de 16, il y a 3 points qui viennent du génome. Donc en gros, la plupart du temps, c'est très environnemental, d'accord ? C'est la façon dont vous avez été, toutes les expériences de la vie. Mais il y a une partie quand même génétique, il y a des gens qui sont peut-être en difficulté. Mais c'est comme la dyslexie, c'est comme on ne se rend pas compte, mais c'est quand même un handicap très invisible parce qu'on a du mal à reconnaître les émotions. Donc on a donné le test à 23andMe, qui est une compagnie de tests génétiques aux États-Unis, et on a eu 80 000 réponses. Et donc on a pu commencer à regarder quels étaient les gènes qui étaient impliqués dans ces fonctions qui ont l'air très très comme ça un peu. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des gènes dans ça ? Oui, il y a une partie génétique. Donc on a fait ça, on a fait le quotient empathique, on a fait aussi un quotient systemizing. J'adore cette petite photo avec le garçon qui a rangé tous ses jouets. Donc c'est quand on aime bien ranger les trucs, résoudre des problèmes, donc un petit côté un petit peu ingénieur, quoi. Et donc il y a une partie un peu génétique à tout ça. Et il y a des gens qui sont plus ou moins qui aiment bien ça. Et c'est pas que environnemental, il y a une partie génétique. Donc, pour résumer, pour ceux qui aiment les alcools, vous savez qu'il y a des alcools faibles et des alcools forts. On s'en rappelle le lendemain. Donc de la quantité, de la qualité de l'alcool. Et c'est pareil pour la musique.
Si cette dame s'arrête de chanter, vous allez tout de suite entendre la différence. D'accord ? Si lui il s'arrête de jouer, sauf si vraiment vous avez des oreilles de dingue, vous allez avoir du mal à faire la différence. Mais par contre, si eux, ils s'arrêtent de jouer, ça y est, vous allez commencer à entendre la différence, d'accord ? Et donc ça, c'est Madame Chang 3. Donc c'est en gros, c'est des gènes où quand tu les arrêtes, tu entends tout de suite la différence. Alors que ceux-là, mais vous voyez, ils sont vachement importants. Là, les petits points, si tu enlèves un petit point, tu vois toujours la tour Eiffel. Mais par contre, ils sont tous ensemble et ils font, là c'est pareil, une goutte d'eau, une vague. Ça va ou pas ? Merci. J'essaye de trouver des images, si vous en avez d'autres, dites-moi. Donc je vais vous montrer trois papiers récents pour explorer un peu ce qu'on a fait récemment. Donc ça, je vais aller rapidement, c'est la partie un peu plus complexe. Mais au lieu de dire, et dans plus, oui, c'est déjà en anglais, donc. Mais l'autisme, oui ou non, on veut plus entendre trop parler de ça, nous. Donc on essaie de faire des analyses factorielles, ça s'appelle, de regarder quelles sont les facettes de l'autisme. Et pourquoi ? Parce qu'on pourrait faire une intervention qui soit plus ciblée. Et donc on a regardé 24 000 personnes autistes et on a fait ces analyses factorielles. On a trouvé par exemple les aspects sensorimoteurs, c'est pas totalement étonnant, des aspects de communication, des aspects d'automutilation. Et donc quand on fait ça, sur 24 000 personnes, on a vraiment c'est assez fin et on peut commencer à poser des questions. Par exemple, est-ce que les garçons ou les filles ont les mêmes scores ? On voit que les garçons, donc qui sont ici, là, par rapport aux filles, on voit que les garçons ont des scores d'intensité de ces symptômes plus élevés, sauf pour un qui est le F4 ici, c'est l'automutilation. Et donc, vous voyez, moi je trouve que c'est plus intéressant qu'un gène pour l'autisme de savoir, tiens, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui vont faire que la personne va avoir des automutilations ? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait montré avec Richard et son équipe, que dans un autre groupe de personnes, qu'il y avait effectivement plus d'automutilation chez les filles que chez les garçons. On ne sait toujours pas pourquoi, est-ce que c'est lié au... Enfin, on ne sait pas. Donc on travaille. Pour les aspects de mutation, donc je vous ai dit, il y a un aspect où il y a une mutation seulement. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est les facteurs. Donc plus c'est haut, plus c'est intense. Ça monte un petit peu, mais pas plus que ça. Par contre, ici, là, c'est tout ce qui est tous les aspects cognitifs, le QI. Et vous voyez que là, d'avoir cette mutation, ça va baisser le niveau cognitif de la personne. Donc, quand on dit que ces gènes sont impliqués dans l'autisme, c'est surtout, en fait, en tout cas pour la plupart, c'est des gènes qui vont baisser l'aspect cognitif de l'enfant ou de l'adulte et qui va peut-être dévoiler l'autisme. On voit que ça baisse, je ne vais pas rentrer dans, mais ça fait un délai, par exemple, dans l'acquisition des premiers mots, d'avoir ces mutations. Après, ce qui est plus intéressant pour moi, mais peut-être plus compliqué, c'est ces formes polygéniques, c'est-à-dire le fond génétique. Vous vous rappelez les musiciens tout autour. Quand on regarde, on peut maintenant commencer à voir qui sont les gens qui accumulent des variations qui sont impliquées dans l'autisme. Ça augmente un petit peu les intensités de symptômes, mais pas plus que ça. Par contre, et c'est là où je pense que les gènes ne s'intéressent pas trop au DSM-4 ou au DSM-5 et tout ça, ils ne l'ont jamais lu, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important parce que ici, si vous prenez le score polygénique du TDAH, de l'ADHD en anglais, vous voyez que des enfants ou des adultes qui vont avoir un score élevé de polygénique score d'ADHD vont avoir des intensités plus fortes de symptômes. Et donc on est en France, mais il y a des gens qui font des analyses sur le nombre d'années d'études. Donc voilà, des variations qui vont faire que vous avez plus d'années d'études. Donc, quand vous avez des gens qui ont plus de variations pour faire des années d'études, ça va baisser, qui est corrélé au QI, ça va baisser les intensités de symptômes. Donc vous voyez, on peut commencer à voir quelles sont les personnes qui vont être en plus grande difficulté ou en plus faible difficulté selon cette architecture un peu génétique. Donc le deuxième papier, c'est Thomas, qui était juste là. Et là, on s'est posé une question. Ces porteurs des mutations, on n'arrête pas de regarder quand ils vont pas bien. Mais quand ils n'ont pas de diagnostic, est-ce qu'il y a des gens dans la population qui n'ont pas de diagnostic et qui sont porteurs de ces mutations ?
Et donc le tour de force, c'était on a regardé 13 000 personnes autistes et plus de 200 000 personnes de la population générale. Donc il y a plein de papiers, il y a plein de trucs dans le papier, mais je vous montre une. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ratio pour être autiste. Donc par exemple, ces gènes ici, quand vous êtes muté, vous avez un autisme. Donc c'est un ratio infini. Pour ces gènes-là, on n'a jamais vu de variation, donc c'est certains types de variations fonctionnelles, dans la population générale. Donc ça veut dire que comme pour ces gènes-là, quand on est muté, si on regardait 2 millions de personnes, on va peut-être voir des gens qui sont pas autistes. Mais là, pour 200 000 personnes, ce qui est déjà pas mal, on n'a pas vu de personnes qui n'étaient pas autistes. Mais par contre, vous voyez, pour la plupart des autres gènes, on a vu des gens dans la population générale qui étaient porteurs de ces mutations et qui n'avaient pas le diagnostic. Donc il y a deux possibilités, soit elles ne sont pas du tout autistes, soit elles n'ont pas eu accès au diagnostic, et donc ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder. Mais en tout cas, c'est vraiment important, c'est pas parce que vous avez une mutation que vous allez tout de suite être autiste ou pas. Il y a une part, pour certains, effectivement, c'est un peu la cantatrice Shang 3, là, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus dépendant peut-être de background génétique et de l'environnement. Donc pourquoi il y a des porteurs de mutations dans les gènes associés à l'autisme, il y en a à peu près 1% pour les 180 gènes les plus connus. Et donc d'où vient la différence de trajectoire clinique? Donc une question qu'on s'est posée toute bête, c'est les garçons et les filles. On sait qu'il y a plus de garçons que de filles, donc on s'est demandé, tiens, est-ce que dans ces personnes qui sont porteuses de mutations qui ne sont pas autistes, est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles? Donc le modèle, il est assez simple, entre guillemets. Là, vous avez des gens qui ont vraiment des mutations très très fortes, et puis là, vous avez des gens qui ont des scores polygéniques, des variations communes très 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 élevées. Et donc, ce qu'on a regardé, on a vu que chez les filles, chez les autistes, on a plus de ces mutations très très fortes. Okay, mais par contre, pas dans la population générale. Donc en gros, ça m'a pris 3 mois avant de comprendre, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et je suis là toute l'après-midi quasiment, donc si vous voulez venir voir. Mais en gros, on a quelque chose un peu comme ça. C'est-à-dire que quand on a une mutation, qu'on soit garçon ou fille, ça ne va pas faire la différence. C'est un peu comme un accident de bagnole, il n'y a pas de protection garçon-fille. Donc là, vous avez vraiment... et d'ailleurs, quand on est muté dans Shang 3, il y a autant de garçons que de filles. Quand on a un score très élevé de polygenic score, c'est pareil, il ne doit pas y avoir une très grande différence garçon-fille. Par contre, ici, pour des mutations un peu moins fortes, ou des scores polygéniques un peu moins forts, là, vous avez peut-être plus de garçons que de filles. Mais par contre, une de mes héros, de mes héroïnes, Lorna Wing, c'est elle qui a utilisé le terme camouflage, la première, je pense. C'est que probablement, c'est là où je vous ai dit qu'on est mauvais pour diagnostiquer les filles, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui ont tous les traits autistiques et qui camouflent et qui n'ont pas eu accès au diagnostic. Et donc ça, c'est vraiment important qu'on ait de plus en plus de vision sur ces personnes, parce que William Mandy, vraiment les papiers de William sont incroyables sur les personnes qui utilisent le camouflage. Il a montré très très clairement que les personnes, et en particulier les filles qui camouflent leur autisme, ont beaucoup plus de dépression et d'anxiété et beaucoup moins de bonne qualité de vie. Donc je pense que c'est vraiment important pour qu'on accepte beaucoup plus ces personnes dans notre société. Et donc le papier est sorti l'année dernière, là, et il y a eu un petit texte qui a été fait aussi pour essayer de comprendre comment on peut parler de génétique, mais aussi de neurodiversité, de mieux comprendre que ces mutations, ce n'étaient pas que des personnes autistes, c'était aussi des gens dans la population. Donc voilà, cette image-là, vous la connaissez. Donc maintenant, actuellement, pour les mutations, vraiment les variations génétiques, on a plein de gènes qui sont connus. Il y a des gènes qui sont impliqués aussi dans l'épilepsie. Donc on connaît de mieux en mieux tout ça. Et pour tout ce qui est des acteurs, enfin des musiciens, là, on sait que les variations qui jouent dans l'autisme, elles jouent aussi dans l'hyperactivité, elles jouent aussi dans l'anxiété, et par contre, elles jouent aussi dans le QI, mais positivement. C'est-à-dire que les variations communes, elles donnent un peu plus de QI.
Donc vous voyez, c'est un vrai orchestre avec plein de choses différentes. Bon, ça je passe. Donc juste une dernière, pour les prochaines heures, là, de qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un gène. Et donc ça, c'est vraiment important. Et par exemple, c'est ce qu'on a fait pour Chang3, qui est donc, ça c'est la synapse, que vous connaissez maintenant parfaitement. Et donc c'est une protéine d'échafaudage de la synapse. Et donc, donc Christelle avait trouvé Chang3, et avec Richard, Claire, au laboratoire, a trouvé des mutations dans Chang1 et dans Chang2. Il n'y a pas Chang4, donc on a... Et donc ça, c'est le QI, le quotient intellectuel des personnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Autism Diagnostic Interview. C'est plus tu scores, plus tu as des problèmes d'interaction sociale, de communication verbale, non verbale ou d'intérêt restreint répétitif. Et vous voyez que les personnes qui sont mutées en Chang1, elles ont un QI tout à fait dans la norme. Chang2, c'est un peu intermédiaire. Et Chang3, malheureusement, sont très sévèrement atteints. Donc ça a été une surprise pour nous parce que on s'est dit, ben voilà, c'est quasiment les mêmes protéines qui vont jouer à la synapse. Et en fait, vous voyez que même les mêmes protéines, on va avoir des différences cognitives très différentes. Donc le laboratoire, on travaille sur des milliers d'individus, mais le plus important, c'est quand même de revenir à l'individu. Donc l'équipe clinique revoit ses patients, voit par exemple ici qu'on avait des petites formes, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des petites particularités cliniques. Pareil pour les patients qui sont mutés en Chang3, ce qu'on appelle le syndrome Phelan-McDermid. Et donc on a fait des petites souris qui sont mutées. Donc de nouveau, je vous dis ça en 2 secondes, ça prend plus de temps. Donc là, c'est la petite souris, et là, c'est Elodie. Juste pour... Et donc Elodie, qui est extraordinaire, ce qu'elle a vu, donc ça c'est une souris, si vous n'avez jamais vu une souris dans une bassine, c'est passionnant. Donc ça c'est une souris normale. Et ça c'est une souris qui est mutée dans le gène Chang2. Donc vous allez voir que... Voilà. Donc je dis toujours que si cette souris va à l'hôpital, elle va voir directement le spécialiste de l'hyperactivité, sans passer par le spécialiste de l'autisme. Donc elle n'arrête pas de courir partout, les garçons, les filles, enfin voilà. Après, on a fait d'autres études. Donc ça, c'est un mâle sauvage, classique. Et ça, c'est un mâle qui est muté dans le gène Chang2, donc qui porte une mutation qui est similaire à celle qu'on trouve chez les patients. Et on va introduire une femelle en chaleur dans la cage. Voilà, c'est ce qu'on fait à Pasteur. Donc si vous n'avez jamais vu un mâle et une femelle dans une cage, c'est tout mignon. Voilà. J'espère que vous voyez un peu la différence. En tout cas, nous, il y a 10 ans, quand on a trouvé ça, vous allez voir, c'est pas qu'il n'est pas intéressé, mais enfin, en gros, c'est pas comme l'autre, c'est sûr. Et donc, vous ne savez peut-être pas, mais les souris chantent. Enfin, maintenant, donc on met des micros, et on essaye de comprendre ce qu'elles disent. Mais vraiment. Donc voilà, il va la suivre, hein, vous voyez, mais enfin, c'est vraiment pas pareil que l'autre. Et donc, j'ai dit à Elodie, qui écoutait les babouins vocalisés au Nigeria avant de venir à Pasteur, je lui ai dit, t'es sûr que tu veux venir à Pasteur, au moins un de chez Pasteur, pour écouter les souris chanter? Elle m'a dit oui. Et donc, je lui ai dit, mais tu sais, si on veut comprendre ce que disent les souris, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de vocalisation. Il faudrait vraiment, genre un truc, genre YouTube, mais pour les souris, quoi. Genre MouseTube. Donc, normalement, quand je dis une bêtise comme ça, on ne m'écoute pas, mais elle m'a écouté. Elle a fait MouseTube, et donc c'est la première plateforme de partage de vocalisation de souris. Si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller, télécharger les souris, télécharger les vocalisations. Mais très tôt, cette chercheuse extraordinaire, elle était une éthologue, elle a rencontré Fabrice, qui était un pasteur qui ne connaissait rien aux souris, mais qui aimait bien les images. Et Elodie, de mesurer les comportements des souris pendant 5 minutes, elle disait, mais c'est pas de l'éthologie, c'est pas de la science du comportement, voilà, c'est pas terrible. Et donc, elle a dit, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. J'aimerais bien voir les souris toute la journée, toute la nuit, savoir ce qu'elles font en live, dans un environnement riche. Voilà. Et quand vous connaissez Fabrice, il a dit, oui, c'est possible. Et donc, ça nous a pris quand même 8 ans de faire ça. Et ils étaient à 1 mètre de chacun. Donc voilà, je fais ça comme ça, voilà. Donc là, il y a de l'intelligence artificielle, parce que maintenant, il faut toujours mettre de l'intelligence artificielle. Et donc, on reconnaît toutes les souris, et tout ce que fait les souris,
La souris, ça va dans une base de données. Donc, si elle va suivre celle-là, si elle va être en contact avec l'autre, si elle va... Voilà. Donc, on s'est même placé à la place des souris pour être sûr qu'on comprenait ce qu'elles faisaient. Donc on n'a pas mis des caméras au-dessus, on a juste remis les images. Donc, c'est pour vous donner une idée que ces comportements d'interaction, en fait, on peut essayer maintenant de comprendre un peu la complexité des choses. Donc, on a même fait un film, enfin, on a même fait une fiche Ikea, vous pouvez monter le système si vous voulez chez vous. Il y a 59 laboratoires qui utilisent, il y a des collègues en Belgique qui utilisent la souris X-Fragile pour tester des mutations, pour tester des médicaments, pour voir le comportement et tester les médicaments. Et donc maintenant, on est un peu comme une pierre de Rosette, c'est-à-dire qu'on a les comportements, on peut suivre les souris pendant 3 jours, 3 nuits, tout ça, et on a les vocalisations, donc je ne sais pas si on entendra les vocalisations, mais on peut maintenant comprendre qu'est-ce qu'elles disent, à quel moment, on essaye de sous-titrer les films pour essayer de mieux comprendre ces interactions sociales. Donc je ne sais pas si on va entendre. Ouais, on va entendre. Voilà. Donc normalement c'est dans l'ultrason, ben là vous avez entendu des souris dans votre vie. Et donc là, ça a été le premier résultat où on a été un peu surpris. Donc on a mis 2 mâles ensemble pendant 3 nuits et 3 jours, et 2 filles ensemble. Et à chaque fois qu'ils vocalisent, c'est un point bleu. Donc, pas d'interprétation, mais c'est sûr qu'on ne travaille plus chez les mecs. Là. On a testé à 5 semaines, 3 mois, 7 mois, ils disent rien quasiment, et les filles vocalisent. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les garçons, quand ils vocalisent, ils sont tout seuls, alors que les filles, elles sont en groupe. Donc voilà, donc vous voyez, il y a des différences garçons-filles, en tout cas, ça c'est sûr chez les souris, après chez les garçons, ou chez les hommes, chez les humains. La petite souris Chang 3, elle a des stéréotypies très très fortes. On est en train de regarder ce qui se passe dans le cerveau. De nouveau, tout ça, ça fait 5 ans de boulot, mais en 2 secondes. Et puis, le dernier point, on a pris des petits morceaux de peau des patients qui sont mutés dans Chang 3. Et donc, on a dérivé des neurones. Donc, de nouveau, ça prend des années. Et avec Alexandra Benchoua, elle a testé 205 molécules qui sont sur le marché, qui sont FDA approved, enfin qui sont voilà. Et elle a trouvé que le lithium boostait la transcription du gène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 2 gènes, et là les enfants ont perdu un gène, et les adultes aussi, ils ont perdu un gène. Et donc l'idée c'est que de booster cette copie qui reste encore. Et donc le lithium booste ce gène. Donc je l'ai dit à Tobias, qu'il l'a mis sur des neurones, et vraiment il avait un sourire encore plus grand que ça, il dit c'est incroyable. Il y a une Américaine qui a pris nos résultats, qui a montré que c'est la grande spécialiste de la synapse, qui a montré que ça baissait les toilettages intensifs chez les souris et ça restaurait les aspects synaptiques. Donc, je dis toujours qu'on est une époque extraordinaire pour être une souris. On est soigné de tout, quasiment. Mais chez l'homme, c'est quand même plus compliqué. Et donc, on a fait avec Richard, Anna surtout, qui est incroyable, qui est vraiment la personne qui a fait cet essai clinique, et avec Anne-Claude Tabet, on a mis en place cet essai clinique chez les enfants. Le 22e patient a été inclus là, le 2 avril. Donc, on ne sait toujours pas qui est sous lithium et qui est sous placebo. Et donc, bientôt, on aura les résultats de voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, on va avoir un institut nouveau, donc ça c'est la bonne nouvelle, on va avoir un nouvel institut Robert Debré du cerveau de l'enfant. Voilà, déjà je trouve qu'il ne ressemble pas à un hôpital, ce qui est plutôt pas mal, et ça sera livré normalement en 2027. Donc il n'y aura pas que de la génétique, il y aura de l'imagerie, toutes ces approches se parlent. Maintenant, pour les tests génétiques, c'est à peu près 25 à 30% pour les personnes avec déficience intellectuelle où on trouve quelque chose. Et pour les personnes sans déficience intellectuelle, c'est entre 5 et 10% de forme. Et puis, on va essayer de relier le parcours clinique avec le parcours éducatif, parce qu'ils ont été trop séparés, quoi. Voilà, Richard, il fait des super boulots avec l'EPSI, vous connaissez, il y aura des ressources, il y aura plein d'autres choses. Ça, c'est R2D2. Je vous ai dit qu'on bosse avec des adolescents qui sont un peu partout, là, et puis... donc on bosse sur le risque, mais aussi sur la résilience. On bosse beaucoup sur le fonctionnement de la personne. Parce qu'on aime bien les diagnostics et tout ça, mais on pense que c'est
un gène pour l'autisme ou un gène pour le TDAH, ça ne sert pas à grand-chose, donc il faut qu'on voit quel type de fonctionnement. Et puis, on bosse avec les personnes en recherche participative. Voilà, je laisse ma dernière slide à Kebi Brooke, c'est une personne autiste, et j'aime bien la façon dont elle illustre les choses. Elle dit, c'est marrant, quand je discute avec des chercheurs ou des médecins, ils voient ma vie comme ça, et c'est marrant parce que moi, je vois ma vie comme ça, quoi. Et donc, voilà, les choses ne sont pas si simples que ça, voilà. Et donc, voilà, j'ai même écrit un bouquin pour expliquer un peu tout ça. Il y a plein de bouquins géniaux de Temple Grandin, de Joseph, évidemment, des parents, Laurent qui fait Et puis, cette bande dessinée, elle est super, c'est un monsieur qui découvre l'autisme de sa fille, et sur le t-shirt, il y a marqué « Je suis unique comme tout le monde ». Voilà, merci beaucoup. Merci sincèrement, Thomas. Toujours passionnant. En plus, j'ai eu la chance d'avoir écouté la musique des souris dans ton labo. C'était génial, je peux vous dire. Ça vaut vraiment le coup. Merci. Donc maintenant, vous allez avoir ça va être dans les top 50 sur Oui. YouTube. Écoutez, je crois qu'il y a tellement de belles choses que ton équipe fait d'ailleurs. Moi, j'ai appris plein de choses. Ils m'ont montré plein de choses quand j'étais dans ton labo. Est-ce que vous avez des questions à poser? Profitez-en à Thomas. Des questions? Alors, R2D2, ne confondez pas avec le robot de la Star Wars. Pas de questions? Pourtant, c'est passionnant, la génétique. J'étais tellement clair que... Bon, en tout cas, il y a plein de trucs à faire. Et je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Toujours. Donc voilà. Déjà, la prise en charge de l'autisme, c'est une approche pluriprofessionnelle et multidisciplinaire. Donc en génétique, dans toute cette approche, c'est pareil. Le nombre de chercheurs, une équipe qui essaie de trouver tout ce qui est chanque, déjà, c'est pas mal. Ouais. J'en connais certains qu'on suit régulièrement. Gabin. Non, je pense que tout le monde a faim, là. Non, il y a une question. Ah, il y a une question quand même. Une question. Auquel j'ai la réponse? On se posait la question concernant le Phelan-McDermid, c'est lequel chanque? Ah, c'est Chank 3. Ok. Chank 3. Là, j'ai pu répondre, là. Merci. Merci. Et on en a pas mal, d'ailleurs, maintenant. Oui. Donc là, vraiment, je pense que maintenant, le génome, donc le séquencer ces milliards de lettres, on va faire là un petit booklet pour les tests. On a des pipelines, ce qu'on appelle pour analyser ce génome, et on va le faire avec les personnes autistes, avec les familles, pour mieux comprendre un peu quelle est la part génétique, et puis les limites, et puis les bienfaits, on en parlait. Déjà de rencontrer les gens qui ont des enfants qui sont mutés dans les mêmes gènes. Typiquement, la fondation Phelan-McDermid, elle fait un boulot extraordinaire, mais il y a d'autres fondations avec des parents qui se rencontrent et qui partagent leur savoir entre parents, mais aussi avec les chercheurs, c'est incroyable. Quelquefois, on a quand même des traitements, par exemple pour les épilepsies, on a quand même des traitements ciblés qu'on peut détecter rapidement et puis d'utiliser au lieu que ça soit un odyssée diagnostique. Voilà. Et puis petit à petit, on va faire des progrès, quoi, si on nous donne un peu de moyens. Juste un truc. Oui, j'ai une question. Ouais. Patrick Collot, donc je suis président de la page de la Creuse, Ah, le plus grand département de France. Est-ce que vous avez des rapprochements avec votre collègue qui a inventé les ciseaux ADN pour réparer tout ça? Alors, nous, on n'utilise pas, même les souris qu'on a utilisées n'ont pas été utilisées avec cette technologie. Pour l'instant, on essaye de comprendre, d'identifier, de comprendre et d'intervenir avec déjà les outils qu'on a. Effectivement, pour les formes très sévères, type Phelan-McDermid,
C'est quelque chose qu'on va peut-être envisager. Après, on est quand même dans le cerveau. C'est quand même très très compliqué. Donc, ces ciseaux moléculaires, ils fonctionnent quand même pas si bien dans le cerveau. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont. Mais il y a 6 mois ou 1 an, vous m'auriez dit oui. Enfin, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit non. Là, je me dis que c'est des choses qui peuvent être envisageables dans le futur. D'autres questions, oui. Oui, là c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais savoir si la recherche par rapport aux schizophrènes, c'est en même temps ou c'est complètement autre chose? Donc, c'est ce que je disais. On a 20 000 gènes. Donc, il faut qu'ils soient recyclés parce qu'on fait plus que 20 000 choses. Et je pense que les gènes, je vous ai dit, ils n'ont rien à faire de vraiment des catégories psychiatriques DSM-4, DSM-5 ou... Et en gros, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gènes qui sont à la fois dans l'autisme, dans la schizophrénie, dans l'hyperactivité, dans la déficience intellectuelle, dans l'épilepsie. Donc en fait, ça a été vraiment une erreur d'isoler les chercheurs. Il y a les chercheurs sur la schizophrénie, les chercheurs sur l'autisme, les chercheurs sur l'hyperactivité. Vous savez qu'en 2013, on ne pouvait pas être hyperactif et autiste. Il fallait choisir, quoi. Donc, ce qui était complètement... donc là, de plus en plus, on travaille avec les personnes qui travaillent sur la schizophrénie. Et en fait, on partage nos données au niveau international, c'est certain. Donc, ce n'est pas du tout en silo. C'est au contraire, on travaille de plus en plus ensemble. Ouais. Et pareil pour bipolaire. C'est pour ça qu'on a trouvé que le lithium, on n'était pas du tout... on a été surpris que le lithium puisse augmenter Chang 3. En fait, les derniers papiers sur le lithium, Chang 2 est peut-être impliqué, donc c'est pas si loin. Et en plus, il y a beaucoup d'enfants qui deviennent adultes et qui ont le Phelan-McDermid et qui ont ces aspects cyclotimiques avec des fois des diagnostics de bipolaire. Voilà. Et comme les patients avec Phelan-McDermid ont tendance à une régression au moment de l'adolescence, on espère que le lithium va booster un peu Chang 3 pour qu'il n'y ait pas cette régression et cette perte des acquisitions. Une dernière question, oui. Oui, merci. Donc, Patrick Latour, donc neurologue. Je me posais la question sur les variations qu'on pourrait trouver dans la population générale sans qu'il y ait des traits autistiques, en fait, sur le conseil génétique. Ouais. Alors, donc, merci. Donc les nouveaux tests génétiques du plan français médecine génomique 2025, en fait on va faire donc un booklet pour expliquer aux parents et aux patients les tests, mais on va essayer de bosser de plus en plus ensemble avec les conseillers génétiques, parce qu'effectivement je pense que ça va être une nouvelle façon de voir les choses. En fait on a la génétique a été que dans ce qu'on appelle les maladies rares, d'accord, avec des effets très très forts. Vraiment, la chanteuse et en particulier avec la déficience intellectuelle. Donc, pour les généticiens cliniciens, c'est très compliqué d'avoir un môme qui a 140 de QI, qui est premier de sa classe, mais qui est en très grande difficulté, qui va se suicider. Ça, ils se disent, mais nous, on n'est pas là pour ça. Il est premier de la classe, il a 140 de QI, c'est pas notre histoire. Et pourtant, il y a une partie génétique de cette difficulté. Donc je pense que c'est toute une culture à faire. Et je pense que les jeunes généticiens, ils sont partants. Les vieux sont un peu moins peut-être. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Et puis je pense que les jeunes, ils ont beaucoup plus reconnaissance des problèmes de santé mentale que les vieux. Là, il y a mon fils qui me disait qu'il fallait que j'écoute Macron, là, qui avait été interviewé par un youtubeur, je ne sais pas pourquoi. Il y a des jeunes dans la salle. Donc il a été interviewé 3 heures par un jeune youtubeur, Hugo Décrypte, pour les jeunes. Et les 25 premières minutes d'interview de Macron, c'était sur la santé mentale des jeunes. Avant l'écologie, avant je ne sais pas quoi. Donc je pense que c'est quelque chose que les jeunes ont beaucoup plus, peuvent parler beaucoup plus de santé mentale que nous, notre génération, quoi. Un peu comme le cancer était il y a je ne sais pas combien de temps, et on n'en parlait pas, maintenant on en parle, quoi. Donc je pense que la santé mentale, et c'est pareil en génétique, je pense que ces populations, c'est la diversité. Il y a des gens qui sont en difficulté, voilà, il faut les aider. Enfin, je ne sais pas
Si ça répond un peu à votre question. Un peu la philosophie du truc, quoi. Oui et non, c'est-à-dire que là, voilà, il y a des parents qui viennent, enfin un frère qui dit mon frère il est autiste, il y a cette mutation-là. Moi je l'ai aussi, mais j'ai pas de signe. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils risquent, quoi? Bien sûr, non, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut regarder ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a regardé que les patients. Donc on a surestimé les risques et on n'a pas. Et quand dans certains cas, quand la mutation est chez l'enfant, on se dit ah bah ça y est, c'est bon, ça explique. Et puis on voit qu'un des deux parents là, mais n'est pas autiste, on se dit ah bah alors là donc c'est plus ça. Vous voyez ? Comme si on ne voulait pas voir qu'il y a des gens qui sont porteurs et qui n'ont pas les difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur contexte génétique ou contexte environnemental qui a fait que la personne s'en est sortie ou a des traits autistiques. C'est tout ça, c'est la réalité. Donc il va falloir faut surtout pas qu'on fasse ça et que ça n'existe pas. Ça existe. C'est complexe, mais il faut être plutôt positif et se dire que c'est bien que ça soit complexe, quoi. Si c'était simple, ça serait vraiment, ça serait quand même. Et surtout, il ne faut pas essayer de ça. Le comportement des souris, quand j'ai commencé, les gens ils regardaient 10 minutes de comportement. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça la complexité des comportements de souris. Et les ordis nous ont aidés à faire qu'on pouvait un peu aborder cette complexité. Donc je pense qu'il faut qu'on accepte que c'est complexe et trouver des outils, trouver des moyens de faire que cette complexité soit acceptable. Voilà, petit à petit, quoi, on va y arriver. Enfin, je sais pas, je suis assez optimiste. On est mercredi ? Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, j'essaye. Merci Thomas.